Chers camarades, chers amis, bonjour. Je suis Marius, membre du PCRF 57. Nous sommes le Parti communiste révolutionnaire de France, membre fondateur de l'Action communiste européenne. Je suis ici à Novasco, à Gondange, dans le cadre de la commission ouvrière et aux entreprises. Et nous allons réaliser une interview du camarade en lutte Yann Amadoro, qui est lui-même représentant CGT de l'entreprise. Notre parti, le Parti communiste révolutionnaire de France, ainsi que sa jeunesse, l'Union de la jeunesse communiste, salue la lutte pour l'emploi et contre les politiques rapaces du capital français. Nous apportons notre solidarité de classe à l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du site menacé de licenciement pour le profit immédiat de quelques-uns. Les 760 emplois directement menacés par cette fermeture, sans compter le choc qu'elle va provoquer dans le tissu industriel en France, ne sont pas dus au hasard ou à une simple mauvaise gestion. Les différents monopoles capitalistes qui se passent le rachat de l'entreprise ne pensent qu'à une seule chose, leur profit immédiat, qui est toujours à plus maximiser. Qu'il s'agisse de Greybull Capital ou d'Ascométal, ces groupements capitalistes n'ont que faire de maintenir les emplois et la production si ceux-ci ne répondent pas à leurs exigences rapaces du profit. Cette unique boussole du profit capitaliste est la seule raison de la vente d'Ascométal par le groupe Swissstall l'an passé et l'unique raison du refus d'injection de capital par Greybull Capital dans la métallurgie aujourd'hui. Car oui, Greybull Capital refuse d'injecter le capital dans vos usines. En démontre le simple fait que Greybull Capital ne possède pas moins de 7 groupements industriels comme le vôtre dans toute l'Europe et ment sur ses investissements. L'État français et ses représentants bourgeois, comme Emmanuel Macron, fonctionnent par et pour ses capitalistes financiers. L'État français est l'État de la classe bourgeoise et exploiteuse française. Si une entreprise ou une usine ne rapporte pas assez de profit aux yeux gavés de ses propriétaires, alors à la poubelle l'usine avec la vie des travailleuses et des travailleurs, de ses ouvriers et de ses ouvrières. Les doux mots des ministres, lorsqu'ils ont le temps d'être ministres pendant plus de 14 heures, ne sont que des mensonges de la même espèce que ceux que nous lisons sur les sites de communication de Greybull Capital. La production en France ne les intéresse que pour des meilleurs profits à l'étranger. Une nécessité à cause de la concurrence monopolistique mondiale avec les autres bourgeoisies nationales. Chers camarades, seule la lutte paye et la classe ouvrière doit croire en son propre pouvoir. Son propre pouvoir de faire plier la classe capitaliste exploiteuse. Son pouvoir de bloquer le profit de ces capitalistes financiers rapaces et gavés à en vomir. C'est la raison pour laquelle notre Parti communiste révolutionnaire de France porte les mots d'ordre suivants dans sa campagne « Accusons le capitalisme », interdiction des licenciements, droit de regard et de veto des syndicats sur les licenciements, tous en CDI, baisse du temps de travail, égalité salariale hommes-femmes et retraite à 50 ou 60 ans, contre les fermetures, nationalisation sans indemnisation et sous contrôle ouvrier. Chers camarades, notre jeune parti, fondé en 2016, et ses membres du 57 et de ses départements limitrophes, assurent et prennent l'engagement de soutenir votre lutte jusqu'à la victoire et dans toutes ses formes possibles à la hauteur de ses possibilités maximum. Vive la lutte des ouvrières et des ouvriers de Novasco. Victoire à la classe ouvrière. Nous sommes désormais en compagnie de notre camarade Yann Amadoro. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement sur votre parcours, ce que vous faites dans l'entreprise? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Yann Amadoro. Je suis délégué syndical CGT à Novasco. Je suis aussi acheteur. Et je suis dans cette boîte depuis 25 ans. Le mois dernier, j'ai fêté mes 25 ans ici, je suis rentré apprenti. Félicitations. Et voilà, merci. Et je suis aussi le secrétaire du CSE central de Novasco. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les téléspectateurs, pour les camarades, qu'est-ce que c'est le CSE? Le CSE, donc c'est le comité social et économique. C'est l'instance de représentation du personnel qui se réunit une fois par mois, où tous les élus siègent et où on a les discussions avec l'employeur
à la fois sur le social, sur les éléments de salaire, sur le droit, sur les revendications qu'on puisse apporter par rapport au statut des salariés qu'on représente, mais c'est aussi par le E tout ce qui est économique. Donc on a un droit de regard et d'avis sur la gestion économique de l'entreprise. Donc les clients, la production, les finances, la trésorerie, les investissements. Notre rôle, c'est de s'assurer que la politique d'entreprise qui est menée l'est dans un esprit constructif et qu'elle vise à pérenniser la société et les emplois qu'elle contient. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles conditions Novasco a été créé et comment les salariés et vous-même ont vécu la reprise par Greybull Capital? Alors, Novasco date du 20 juillet 2024. C'est-à-dire qu'avant ça, on était Ascométal, mais on était donc à on appartenait à un propriétaire. Mais pour répondre à la question, donc, l'an dernier, quand on est passé en redressement judiciaire, ça a été très compliqué, mais pas autant que cette année, j'ai envie de dire, parce qu'au final, on avait un candidat à la reprise, qui est le fonds de retournement Greybull, qui s'est porté candidat à la reprise avec un projet qui, en tout cas sur le papier, était assez prometteur. Oui. C'est-à-dire qu'un des problèmes de notre usine, d'Agondange, c'est pas le seul, mais c'est un des problèmes, c'est qu'on est très bien, on sait faire des produits pour le marché auto, donc on fabrique de l'acier en barre, et nos clients, c'est les équipementiers automobiles. Donc il y a les équipementiers automobiles qui fabriquent les voitures, il y a les équipementiers qui fabriquent les pièces qui vont sur les voitures, donc essentiellement des forgerons, et avant, il y a donc les sidérurgistes, comme nous, qui fabriquons l'acier, qui va servir à faire les pièces. Donc nous, on fait des barres en acier, de 20 mm à 80 mm, sur à peu près 6, 8, 10 mètres de long. C'est nos produits. Ça va chez un forgeron qui va, avec des forges, avec des presses, les tailler en lopin, qui va faire des bielles avec des arbres à cames, des crémaillères de direction, des roulements, des choses comme ça. Et donc, c'est une force d'Ascométal parce qu'on sait très bien faire ces produits. Par contre, c'est aussi une faiblesse parce qu'on est tellement dépendant du marché auto que quand le marché auto va mal, eh bien on va mal. On n'a pas, contrairement à d'autres entreprises, des autres marchés sur lesquels on peut se rattraper, que ce soit le nucléaire, l'éolien, le pharmaceutique, ou voilà. Et donc le projet du repreneur, c'était de dire on va diversifier la production et on va investir donc, dans une voie lingot. Donc c'est un format de sortie différent de ce qu'on fait aujourd'hui à l'aciérie, donc qui serait en parallèle de ce qu'on fait déjà, pour faire grosso modo des gros lingots d'acier, qui seraient ensuite laminés à Dunkerque. Donc oui. Dunkerque, c'est un des sites de Novasco. Un des 3 sites. Qui avait historiquement un laminoir, qui a été fermé en 2019. Donc ce projet-là, il prévoyait de réouvrir un outil qui était fermé depuis 5 ans. On n'a jamais vu ça, quoi. Ça veut dire remettre, et puis ça vieillit moins bien qu'une voiture, hein. Un laminoir, vous imaginez bien, quand il est à l'arrêt pendant 5 ans, pour le redémarrer, il faut les moyens. Il faut les moyens, il faut aller chercher les compétences. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Donc on s'est dit, waouh. Trop prometteur. Et donc pour aller sur quel marché? Sur le marché de l'armement. Alors, éthiquement, ça nous plaisait pas, parce que c'est pour faire des cordes au but. Mais économiquement, malgré tout, on s'est dit c'est une alternative. Hein, donc bon, donc on s'est dit ouais bof, ça a l'air de tenir la route. Au final, c'est nos emplois qui étaient en jeu, quoi. Oui. Donc on a travaillé avec le repreneur, mais en fait ça s'est fait au dernier moment, donc on n'a pas eu le temps vraiment de travailler l'offre en profondeur. Et dans cette offre-là, le candidat donc Greybull demandait 85 millions d'euros à l'État. D'accord ? Le plan global, pour reprendre pour le projet de Novasco, donc le projet pour remettre l'entreprise à l'équilibre, il avait été estimé à 175 millions sur 3 ans. Sur 3 ans. C'est-à-dire qu'il fallait ça. Donc 85 millions de la part de l'État. Donc 85 de l'État et 90 que Greybull aurait mis dans un second temps. D'accord ? Et donc l'objectif, c'est ce qu'ils font Greybull. C'est-à-dire qu'ils prennent des sociétés, ils récupèrent des sociétés en dépôt de bilan, oui. Ils les, comme ils disent, retournent par le haut. Donc ils investissent et ils la revendent et ils se refont la cerise 3 ans après en la revendant. Ils connaissent absolument pas le milieu de l'aciérie. Non, c'est des financiers. C'est des financiers. Mais ils se basent sur des hypothèses. En se disant, si on met ça, on va faire ça, 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 et puis dans 3 ans, bim, bam, boum, on revend la boîte et puis on s'est fait de la thune. Donc c'est des gens qui ont une logique financière et court-termiste. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une société comme la nôtre, il y a des investissements qui sont aujourd'hui nécessaires, mais qui vont avoir une rentabilité peut-être dans 10 ans.
quelqu'un qui a déjà l'objectif de venir en se disant dans 3 ans je revends, il s'en fout de ça, il va pas le faire. Voilà, donc ça nous plaisait pas, mais en même temps il y avait qu'eux, donc on y a été avec eux, quoi. En plus, c'était. Tu disais que c'était une entreprise plutôt court-termiste. En plus, tu disais que pour le laminoir à Dunkerque, qui ne tournait pas pendant 5 ans, fallait déjà avoir un projet de réaménagement, et même ici, c'était pas forcément fonctionnel immédiatement. Donc, quand est-ce que vous avez commencé à voir qu'ils ne tiendraient pas leur engagement? Alors, assez rapidement, au final. Assez rapidement. Dès le début de l'année, on a commencé à avoir des doutes. Parce que non seulement il y avait l'État qui apportait 50% des fonds nécessaires au projet, donc on pensait que les 175 millions étaient assez sous-évalués par rapport aux besoins, et deuxièmement, on s'est dit, en plus, sur le plan de financement, en fait, les 175 millions, ils devaient être décaissés sur 3 ans, mais la première année, c'était intégralement l'État qui mettait l'argent. C'est-à-dire que c'est l'État qui prenait tous les risques. Tous les risques qui avancent. Parce que là où aussi on peut mesurer le niveau d'engagement d'un projet de reprise, c'est combien le repreneur met de fonds propres dans la société. Parce que les fonds propres, quoi qu'il se passe, il ne peut pas les récupérer et se barrer avec. Contrairement à une ligne de crédit ou un truc comme ça. D'accord ? Les fonds propres, c'est ce qui fait corps à la société. C'est pas un prêt, c'est pas de l'argent qu'on rembourse. Et donc c'est ce qu'il y a sur le capital social d'un cabis de société. Quand vous voyez société au capital de 1 million ou de machin, c'est les fonds propres. Greybull a créé Novasco avec un capital social de 1 euro. C'est-à-dire le minimum légal qu'il faut sur un cabis pour créer une société. Ça veut dire qu'il n'a pas mis 1 centime. Donc on passe de 90 millions d'euros promis à 1 euro. Il n'a jamais dit qu'il les mettrait en fonds propres. D'accord. C'est ça. C'est ça. Il a dit qu'il mettrait à disposition des lignes de crédit jusqu'à un montant de 90 millions d'euros. Mais après que l'État ait mis ses 85. Et donc une fois que l'État avait mis ses 85, il s'est rendu compte qu'au final, il n'allait pas manquer 90, mais peut-être 150 ou 200. Et il a dit, ça sert à rien que je mette mon argent parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Et donc, on est arrivé dans cette situation-là. Et le redressement a été posé au mois d'août. Et du coup, il a mis 1,5 million sur les 90 qu'il avait promis. Donc, l'État a injecté 85 millions d'euros. Est-ce que toi, tu as eu un... Non, j'en ai pas une partie. T'as pas une partie? Même pas un peu? Est-ce que tu as eu connaissance d'un quelconque suivi ou d'un contrôle de l'État par rapport à ces fonds-là? Alors, il y avait... les 85 millions, ils n'ont pas été déclenchés en un seul versement. Oui. D'accord ? Il y avait 30 millions qui ont été décaissés dès la reprise le mois d'août l'année dernière, parce qu'il fallait de l'argent au démarrage pour partir. Ensuite, il devait y avoir 15 autres millions qui étaient décaissés, je crois, le 15 octobre, et les 40 autres millions, 40 autres millions, ils devaient être décaissés en plusieurs tranches au début de l'année. Et donc, on savait que notre président de l'époque, qui a été viré entre-temps, discuter avec le CIRI, donc c'est l'instance gouvernementale, le cabinet qui s'occupe justement de ces affaires-là, pour justifier, il suivait, alors, sauf qu'on n'était pas dans les discussions. Et ce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui, c'est que le président, il racontait en fait des conneries. C'est-à-dire qu'il n'expliquait pas la réalité du terrain, les retards de paiement qu'on avait, pour pouvoir avoir l'argent de l'État. Et on avait peur de ça au début. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'avis du CSE au tribunal, on avait demandé qu'il y ait une commission de suivi qui se mette en place pour justement s'assurer que ces financements publics seraient utilisés à bon escient. Donc on avait demandé un conseil de surveillance tripartite où il y aurait l'État, la direction, l'actionnaire et des représentants du personnel pour s'assurer que c'était conforme à ce qui a été fait. Et ça n'a jamais été fait, quoi. Au départ, l'industrie nous avait dit oui, on va faire, et puis c'est tombé aux oubliettes, sauf que c'est nous qui avons donné l'alerte au mois d'avril, mais le mal était fait, quoi. Et on reste persuadé que si on avait été dedans dès le départ, on aurait pu alerter bien avant et on ne se serait pas dans cette situation-là. Donc ça veut dire que l'État, ils ont demandé absolument aucune contrepartie sérieuse à l'actionnaire Greybull Capital. Ils ont injecté l'argent, Ils ont injecté l'argent, si, alors c'est les fameux 15 millions, je ne sais pas si vous avez parlé, sur les 90 millions que Greybull avait promis, il y avait une partie, c'était des lignes de crédit, et l'autre, c'était du fonds d'actionnaire, du prêt d'actionnaire. Donc ceux-là, ils devaient normalement être conditionnés à rien du tout. Et donc l'État, qui au début de l'année, apparemment,
a eu le torchon qui brûlait avec Greybull, mais ça on le sait aujourd'hui par rapport au recul. Ils ont dit, bon ok, on vous donne les 40 millions, mais vous par contre les 15 millions, vous les mettez au mois d'avril. Donc ils sont mis d'accord là-dessus. Sauf qu'au mois d'avril, sur les 15 millions, ils ont mis 1,5 million. Donc en fait, ils faisaient des deals en disant, bah, toi tu mets ça, moi je mets ça, sauf que l'État remplissait sa part, mais pas Greybull. Voilà. Et donc quel autre moyen l'État a pour faire plier un fonds comme Greybull? Juridiquement, ils dépendent du droit londonien. À part ternir leur réputation et puis les faire passer pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des financiers sans scrupules, bon ok, mais ils ont créé la société Novasco dans un montage juridique où ils ont créé une société écran qui s'appelle Babator 2 Limited, enfin un truc absurde, dans lequel est Novasco et ses sites. Donc c'est même pas eux, et donc la société Babator est 100% filiale de Greybull. Mais c'est un intermédiaire. Ça veut dire que la société en tant que telle n'est même pas solvable. Il n'y a pas d'argent là-dedans, c'est une boîte aux lettres. Donc même juridiquement, ils ne peuvent pas, et peut-être, mais ça prendrait des années et ça ne réglerait pas notre problème, les contraindre à tenir leur engagement. Wow. C'est fou, mais on a du mal à s'imaginer que ça se passe comme ça. Et quand on voit des articles de presse où on voit 211 milliards d'aides publiques distribuées sans contrôle, bah nous, ça nous parle complètement, quoi. Ouais. Vous vous rendez compte, 85 millions d'argent public, alors ça a maintenu les emplois pendant 1 an, mais on aurait pu en faire autre chose. On aurait pu avoir plus de garanties. Oui, enfin ça ça nous trouve le cul, quoi. Enfin, il y a des choses pareilles, quoi. Et dit on en est là, puis après on brûle des pneus, et puis... Selon vous les salariés, et même selon toi, comment expliquer que l'État continue, vous n'êtes pas le seul cas, alors vous êtes un cas un peu particulier tout de même par rapport à ces dernières années, parce que vous avez subi 4 reprises, mais comment expliquer le fait que l'État continue de confier l'avenir d'un site stratégique, parce que Novasco est un site stratégique de la Syrie, surtout en Lorraine, à des fonds d'investissement privés? Je pense que, et ça reste mon avis personnel, oui, que l'État a conscience qu'il faut maintenir l'industrie en France, mais qu'il ne veut pas se mouiller en disant on prend le contrôle, on nationalise, parce que l'industrie, ça représente ces dernières années, des pertes énormes, et donc ils ne veulent pas mettre le doigt là-dedans en disant on nationalise, même si c'est un intérêt stratégique, indépendance nationale et tout ça, et puis ça brasse des centaines et des milliers d'emplois. Donc le minimum qu'ils peuvent faire en aidant sans se mouiller, c'est aider à des reprises, accompagner des reprises en sortant de l'argent public. Donc c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, et j'ai envie de dire heureusement qu'ils l'ont fait parce qu'on ne serait plus là pour en parler. Et c'est pas ce qu'on leur reproche. Et là, encore une fois, ils vont être sollicités par n'importe quel des repreneurs. On sait qu'ils vont demander un accompagnement public. Et l'État va certainement le faire. Après, ça dépend de ce qu'ils vont demander. Mais au final, si les 716 salariés d'Asco se retrouvent sur le carreau demain, les primes de licenciement, c'est l'État qui les paye. C'est les assurances. Les congés de reclassement, le chômage pendant 1 an, voire des années, c'est à la tâche du contribuable. Donc ça représente, rien que les primes de licenciement, je crois qu'on l'avait estimé à 29 millions d'euros. Donc plus ensuite les aides, les gens qui vont se retrouver au chômage, c'est aussi plusieurs millions d'euros. Donc ils ont tout autant filé 40 millions à un mec sérieux qui reprend la boîte, plutôt que de s'acquitter de ça. Donc économiquement, il y a aussi un sens à soutenir l'industrie. Et je pense que voilà, le symbole, la série électrique, on est sur une filière électrique. Aujourd'hui, il y a 2 façons de fabriquer de l'acier. C'est soit par la filière fonte, les hauts fourneaux, ce qu'ils font à Arcelor, à Dunkerque et à Fos-sur-Mer. Donc c'est très efficace, c'est pour la grosse batterie. Par contre, ça émet énormément de CO2, d'accord ? Et il y a le côté filière électrique, comme nous, où c'est des arcs à induction, enfin pas induction, c'est des arcs électriques qui font de l'acier. Et donc il n'y a pas de coque, il n'y a pas de charbon, il n'y a pas d'émanation de CO2. Enfin, il y en a, mais beaucoup moins, je crois 4 ou 5 fois moins que par la filière fonte. Donc c'est une filière écologique d'avenir. Et une fois qu'une boîte comme ça est fermée, que les compétences disparaissent, on ne peut plus recréer une usine comme ça. Parce que les gens qui aujourd'hui ont ces compétences, ils l'ont appris parce que l'ancien leur a appris. Il n'y a pas d'école qui forme des aciéristes aujourd'hui, ça n'existe pas. Et donc on a ce besoin aujourd'hui encore en France et en Europe,
Si demain en France on ne sait plus fabriquer d'acier, ah ben, on va commencer par aller l'acheter en Allemagne sur les boîtes qui restent, puis après on ira en Inde et en Chine, parce qu'on n'aura pas le choix, quoi. Voilà. Puis je pense que le Covid aussi a rebattu un peu les cartes là-dessus. On s'est aperçu que finalement, c'était pas une super idée d'être dépendant d'un approvisionnement qui se trouve à l'autre bout du monde. Donc les choses comme ça, et puis politiquement, aujourd'hui le parti au pouvoir qui laisse crever une industrie, regardez le foin que ça a fait avec Florange à l'époque, l'affaire Florange, on en parle encore. Là, Novasco, on a fait tellement nourri qu'on est devenu un symbole, et tout le monde dit il faut nous sauver, et il faut nous sauver. On a des arguments pour faire on va vous sauver. Tous ensemble, on va essayer de vous sauver. Et là tu viens de parler de l'État qui devrait prendre le chômage le chômage des travailleurs en compte. Quelle est la situation concrète sur les différents sites et quelles sont les conséquences concrètes sur les travailleurs à l'heure actuelle? Par rapport au projet de reprise qu'on a là plus par rapport à la situation des travailleurs en eux-mêmes à l'heure actuelle. Est-ce que par rapport au moral, par rapport à eux, comment ils vivent ces différentes entreprises, et dans quelle situation ils sont aussi financières, on peut en parler également. Donc, alors, c'est pas la même chose d'un site à l'autre. D'accord. Novasco, c'est 4 sites de production. Donc ici, on est à Gondange, c'est l'usine principale sur laquelle on a l'acierie, le laminoir et le parachèvement. D'accord ? Donc on fabrique l'acier, on le lamine et on le parachève en partie. On a 2 petits sites qui sont à Custine en Meurthe-et-Moselle et le Marais à Saint-Étienne, qui sont, je crois, une quarantaine d'un côté, une cinquantaine de l'autre, qui sont des ateliers de finition. Donc eux, ils fabriquent rien, ils laminent rien, ils finissent les barres. C'est-à-dire qu'ils les contrôlent, ils les découpent, ils les écroutent, ils les conditionnent, ils les expédient aux clients. Donc eux, ils sont moins inquiets dans la mesure où il y a d'autres profils de repreneurs qui peuvent se positionner pour reprendre un site de finition autrement que pour reprendre un site avec une acierie. Oui. C'est pas le même niveau d'engagement de reprendre un petit site de finition qu'une usine comme la nôtre. Ça demande un vrai projet. Voilà. Donc depuis le début, ils sont inquiets, mais au final ils se disent il y a de grandes chances qu'on s'en sorte. Donc eux, ils ont travaillé encore longtemps après nous parce qu'ils étaient approvisionnés par nous en fait. Ils sont approvisionnés que par nous. Donc avec tout ce qu'on leur a envoyé avant de s'arrêter, ils avaient encore du boulot. Mais là, ils sont arrêtés depuis 2 semaines. Donc ils sont en activité partielle, ce qu'on appelle l'APLD, activité partielle longue durée. Ça, c'est des trucs qui datent du Covid. Où maintenant, toutes les boîtes, quand il n'y a plus assez de boulot, on va demander des aides publiques pour payer les gens à la maison. Bon, on en pensera ce qu'on en veut, mais nous, on se dit, mais attends, c'est la variable d'ajustement, c'est le contribuable qui paye, quoi. Bon. Et donc en APLD, les gens, ils touchent à peu près 80% de leur salaire. Alors, pour certains, ça peut passer, mais pour certains, d'autres qui chôment tout un mois, ils peuvent perdre 300, 400 euros à la fin du mois. Et alors, si c'est un mois, bon, on serre les trucs, mais là, ça fait 3 mois. Ça fait quelques mois, là. Ça fait 3 mois. Nous, à Gondange, ça fait 3 mois qu'on est à l'arrêt total. Voilà. Alors, il y a eu la période de congé où les gens étaient en congé au mois d'août. Donc, ceux-là, ils ne perdent pas d'argent en congé. Ils ne peuvent pas être en chômage en congé. Et en plus, on a toujours les payes avec ce qu'on appelle les éléments variables qui sont décalés d'un mois. C'est-à-dire que la paye d'août, on avait les éléments de juillet. Donc, en juillet, on travaillait, ça va. La paye de septembre, c'est les congés d'août, donc ça va. Mais là où ça va faire mal, c'est la paye de fin octobre qui va vraiment matérialiser le chômage de septembre. Voilà. Et pendant combien de temps vous pourriez avoir le droit à ce chômage si, par exemple, vous veniez à ne pas être repris? Si on n'est pas repris, c'est plus de la PLD qu'on a besoin. Là, c'est pour France Travail, quoi. Donc là, il n'y a plus besoin d'activité partielle. Activité partielle, ça veut dire qu'il y a activité dedans. Donc, c'est pas pour les gens au chômage. C'est pour les périodes creuses, on va dire. Si on n'est pas repris, donc là, actuellement, il y a les 2 offres, elles laissent 500 personnes sur le carreau. Voilà. Donc, on négocie. D'ailleurs, demain matin, on avance dans les négociations. On prépare le PSE. Pour les mesures d'accompagnement sur ce qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, pour mettre des budgets de formation, des budgets de création d'entreprise, des budgets de mobilité, pour aider les gens à se réinsérer si on n'a pas d'offres qui aboutissent et que les gens sont licenciés. Donc ça, c'est super anxiogène, quoi. Oui. À Gondange, les gens, vous l'avez vu à l'AG tout à l'heure,
Parce qu'entre le moment où on s'exprime, il y en a pas forcément le courage de dire tout haut, j'y crois pas, mais on sait qu'on a des gens dans les rangs, il y en a qui bougonnent un peu en disant ça va pas marcher. Il y avait beaucoup de sceptiques, c'est ce que Oui, je voulais dire, il y a des sceptiques, on le sait. On le sait. Et c'est normal aussi. Et c'est normal, ça fait 4 fois qu'on passe par là, ça fait donc du coup 3 fois qu'on leur dit les gars on repart et puis ça va marcher, et à chaque fois on se plante. Donc au bout d'un moment les gens ils y croient plus, et les gens qui y croient plus, quand ils vont au boulot, ça marche pas quoi. Donc notre travail aussi, c'est d'arriver à leur redonner espoir, mais sur des éléments, pas juste non, il faut que ça reparte à tout prix. C'est ce que j'ai essayé de dire aussi tout à l'heure dans l'AG. On fait pas que dire, notre boulot, c'est pas que de trouver un repreneur. C'est de pas revenir un avec Greybull. Un projet, exactement. Pas plus de Greybull, ça ils en veulent plus, on a bien compris. Même nous, on n'en voulait pas, mais en même temps, on n'avait pas trop le choix. Mais c'est vraiment un projet travaillé auquel on croit. Et c'est ce qu'on va faire. Et in fine, si on a ce candidat et que son offre tient pas la route, c'est ce qu'on dira au tribunal. D'accord. Et donc, quelles sont les revendications immédiates de la CGT, dans laquelle tu fais partie, et des travailleurs et travailleuses? Un projet crédible, un projet financé, parce que c'est ça le nerf de la guerre. À chaque fois que les reprises sont mal passées, c'est que les prévisions avaient été mal estimées. Parce que faire des plans en prenant une boule de cristal sur 3 ans, en se disant ok, je vais faire ça coûte tant, dans un mois c'est fait, je vais arriver à produire tant, tel client, il va me commander tant, ça va me faire tant de chiffre d'affaires, ok, il faut les faire, mais ça se réalise jamais. Il y a toujours un truc qui arrive entre-temps. Un accident comme on a eu, Trump qui lâche une nouvelle bombe en disant je taxe tel truc, Poutine qui s'engueule avec machin, et du coup ça influe et ça fait dévier le business plan. Donc il faut un candidat avec un plan qui est suffisamment financé et armé pour prévoir d'éventuels imprévus. Donc ça, voilà. Et après, il faut une stratégie en se disant, c'est quoi l'avenir? Est-ce qu'on reste sur le marché auto? Est-ce qu'on investit dans un four de traitement thermique? Parce qu'on a des fours de traitement thermique, ça apporte une valeur ajoutée. En fait, on fait du recuit sur les barres et ça va permettre en fait de faire des aciers plus résistants qui vont pouvoir, par exemple, aller sur le marché du nucléaire. Le marché du nucléaire, c'est un marché qui est très... il rapporte beaucoup d'argent parce que c'est des produits très spécifiques, du coup, qui se vendent très cher. Mais pour pouvoir les faire, il faut des outils et des compétences capables de répondre aux exigences du marché. Donc ça, c'est des genres de choses. Si dans le plan d'affaires, on investit sur un four à induction, machin, pour aller sur le marché nucléaire, ça donne du crédit au projet. Donc on veut un crédit, des investissements, du financement et bien sûr le plus large reprise sociale possible. Donc avec une stratégie viable, l'avenir de Novasco peut être assuré. L'avenir est jamais assuré. Non. Alors ça, s'il y a bien une chose que je suis sûr depuis 25 ans, mais à nous de prendre un maximum de précautions pour mettre le maximum de chances de notre côté, quoi. Et est-ce que tu penses, et vous les travailleurs et travailleuses, qu'il est possible qu'il y ait une éventuelle reprise du public, qu'il y ait une nationalisation? Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle? Est-ce que c'est en discussion, négociation? On a vu que l'année dernière, quand on était dans la situation un peu similaire, au niveau ministère, on avait Roland Lescure, qui était ministre de l'Industrie, à qui je trouve qu'il s'était beaucoup plus impliqué que Ferracci cette année. Donc Ferracci, on a eu affaire à son directeur de cabinet, qui est Laurent Suster, une fois. Voilà, on l'a vu une fois. Sinon, on traite qu'avec le Syrie. Par contre, Lescure, on l'avait eu beaucoup plus de fois. Il s'était impliqué. On avait été rencontrés à Paris. Il était venu ici. Moi, j'avais eu le sentiment que ce gars-là, il s'impliquait plus parce que de faire des annonces sur X ou sur LinkedIn. Bon, après voilà, ça reste une politique qu'on connaît actuellement. Il avait été interpellé à l'Assemblée nationale par je ne sais plus quel parti, qui demandait justement la nationalisation. Et il avait dit que ça ne pourrait être considéré qu'en dernier carat. Voilà, c'est toujours un peu le discours de dire on va tout essayer de ne pas le faire, mais on n'exclut pas de le faire si on n'a pas le choix. Et là, on a vu qu'il est renommé à l'économie, à la souveraineté industrielle, donc on va s'empresser de lui poser la question pour dire au cas où ça ne marche pas, monsieur Lescure, on n'a pas oublié ce que vous avez dit, il faut nationaliser. Voilà.
On espère qu'il tiendra parole. Mais après, nationaliser l'industrie, c'est sûr que c'est un vœu pieux. On se dit, après on est tranquille, il peut plus rien arriver. Mais est-ce que c'est la solution? Franchement, ça je sais pas dire. Là, on a des travailleurs et des travailleuses qui ne sont absolument pas maîtres de la situation, qui sont en difficulté, qui sont incertains par rapport à leur avenir. Et ça nous fait questionner aussi sur la gestion de l'entreprise en elle-même. Si, d'après toi, quel rôle devraient jouer les travailleurs eux-mêmes au sein d'une entreprise dans la gestion de l'entreprise? Parce que là, ça n'a pas été géré par des personnes compétentes dans votre domaine. Et on a bien vu ce qui s'était passé. Ouais, donc ça revient un peu à la question du rôle et des pouvoirs du CSE. Hein. Dans les entreprises comme la nôtre et la CIDE en particulier, il y a une histoire, un passif de lutte syndicale. C'est pour ça que les syndicats sont très bien représentés. Nous, on a plus d'une centaine d'adhérents sur 400 salariés quand même. C'est assez énorme. Aux dernières élections, on a presque fait 70%, la CGT. Donc, alors qu'on a CFDT en face et CFE-CGC, bon, ils ont des approches différentes que je respecte, mais qui ne sont pas les tiennes. Vu les élections, c'est pas ce qui ressort le plus, en tout cas, ce que je peux en déduire. Mais les gens nous font confiance. Okay. Je pense en majeure partie. J'ai entendu encore ce que les gars m'ont dit à la fenêtre là. Enfin, si j'y crois, tiens, vous y êtes en partie pour quelque chose, et c'est tant mieux. Et donc on a une vraie connaissance du fonctionnement de l'entreprise, de l'économie, des invests. On sait ce qui est bon pour notre boîte. Mais malgré tout, plus que dire en réunion, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Au final, quand on a un financier au-dessus qui fait ce qu'il veut, on a beau gueuler, on en revient au même problème. Ça change pas grand-chose. Voilà. Donc après, on a un nouveau patron qui s'offusque de ce qui a été fait avant en leur disant bah vas-y, ressors les procès-verbaux l'année dernière. Regarde, ça on l'avait dit, vous l'avez pas écouté. Ah ouais, mais c'était les autres. Voilà. Donc il faudrait qu'on ait plus un peu de pouvoir, mais après, est-ce que c'est légitime? On est représentant du personnel, on n'est pas patron non plus. Malgré que moi j'ai des anciens dirigeants qui m'ont dit mais tu serais plus apte à diriger la boîte que l'ancien patron. Je pense que par rapport à Greybull Capital, tu serais largement plus apte. Peut-être que je pense que tu tiendrais plus. Ils ont tenu combien de temps déjà? Rappelons-le. Même pas. Ils n'ont même pas tenu. Ils ont même pas tenu. Non, si, 20 juillet, 11 août. Oui. Mais ils avaient lâché l'affaire déjà bien avant. Quoi. Parce qu'il n'y avait pas de projet concret, parce qu'ils n'avaient aussi aucune connaissance dans le domaine. Je pense que Greybull, et d'ailleurs ils ne s'en cachent pas, quand ils sont venus se présenter, ils ont fait... on s'attendait à pire. En fait, ils nous avaient fait des beaux PowerPoint avec toutes les boîtes qu'ils avaient contribué à redresser. Redresser par le haut, c'était ça, en disant nous, on est des spécialistes de redressement d'entreprise. Et là, il y avait une boîte, et on a investi dans un data center pour Facebook, on investit chez Tesla, enfin des grands trucs en disant les mecs, Audi, machin, il y avait de la métallurgie, il y avait tout. Sauf que quand on regarde un peu derrière, puis qu'on se renseigne sur aussi les échecs qu'ils n'ont pas mis en avant, on se dit en fait, ils ont des milliards d'actifs à disposition pour investir. Et donc, ils plantent des graines un peu partout. Il y en a forcément qui vont finir par pousser. Ils en plantent 10, il y en a 2 qui prennent, 8 qui crèvent. Les 2 qui prennent, ils seront flous, et puis les autres, tant pis. Quoi. Voilà. C'est leur logique. Les 2 qui prennent, ce seront les exemples. C'est ça. Donc quand ça marche, c'est bien, tout le monde est content, la boîte va mieux, ils se font du pognon, mais pour les autres... Il y a une absence totale de planification. Il n'y a pas de côté humain là-dedans. C'est vraiment de la finance pure et simple. Voilà. On est des chiffres dans des tableaux Excel. On est des charges. Un salarié, 50 KE. On en enlève 2, on a économisé 100 KE. Voilà, c'est ça. Le gars qu'on a là, qui se dit vouloir reprendre la société, on espère ne pas se tromper, mais il a l'air d'avoir un profil différent. C'est un mec qui est à notre niveau, c'est un mec qui vient du terrain, qui tient compte de ce qu'il entend vraiment. Quand il est venu ici, il a été visiter les ateliers, il a été parler avec les ouvriers, il n'a pas voulu le management. Et voilà. Il s'inquiète pour la motivation. On a espoir qu'il peut faire quelque chose. Maintenant, encore une fois, on est très prudent parce qu'on a déjà donné notre confiance en partie dans des plans précédents et on s'est fait avoir. Mais en même temps, c'est notre boîte, on y tient et on a envie d'y croire. Quoi. Donc là, tu parles du représentant de Métal Blanc.
donc, qui est en liste pour potentiellement reprendre l'entreprise Novasco à partir du 31 octobre, c'est ça? C'est le calendrier qui est prévu aujourd'hui, ouais. D'accord. Et à l'heure actuelle, comment est-ce que les travailleurs et travailleuses d'autres industries ou même d'autres syndicats pourraient vous aider? De quelle manière est-ce qu'on pourrait vous aider? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Alors, à ce stade, je ne sais pas dire. Au début, il y a encore quelques semaines, on avait besoin d'une médiatisation parce que c'est malheureux, mais pour qu'une boîte soit sauvée, pour qu'elle soit prise en compte, il faut qu'elle fasse parler d'elle. Les boîtes qui meurent dans le silence, il y en a plein. Hein, ça arrive tous les jours, que ce soit des grosses boîtes, des moyennes boîtes ou même je vois des petits magasins des fois qui disparaissent d'un jour à l'autre, on n'en entend pas parler. Nous, on a cette faculté à arriver à mobiliser, à faire du bruit. On a organisé une marche citoyenne le 4 septembre, il y avait plus de 1000 personnes. Alors, à Gantange, les habitants ont l'air de tous mobilisés pour vous. Donc on a eu la population, qui sont des gens qui sont venus nous soutenir, des commerçants qui se sont dit « Ok, l'usine, ça fait tache dans le paysage, mais moi, mon grand-père a travaillé là, mon père a travaillé là. On sait qu'aujourd'hui, ça alimente l'économie de la région, ça fait marcher les commerces. » Donc les gens se sentent concernés. On allait parler, on a reçu des messages de commerçants du coin en disant même si on n'est pas là, vous ne nous voyez pas, mais on vous soutient. Et ça fait plaisir. Les syndicats des autres boîtes qui venaient grossir les rangs à chaque fois qu'on faisait des assemblées générales ou qu'on faisait des actions, qu'on a tractées sur la voie publique, des choses comme ça, impliquer les politiques locales. Du coup, ça s'enchaîne. Et les politiques sont tous se dire, voilà, il y a une industrie qui crève, ils font du bruit, il faut que je m'implique dans le dossier. Donc on chope le député, on chope le président de région, on a eu Franck Leroy, on a eu Bompard aussi. On a eu Bompard qui est venu, on a eu le préfet de Metz. On les rencontre, on leur explique, on leur dit voilà, bougez-vous le cul, il faut nous aider. Est-ce que derrière il y a un retour sur parce que oui, c'est bien, ils viennent. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau. C'est ça. Oui. La maire d'Agondange, elle fait des motions de soutien et elle dit publiquement il faut sauver cette industrie. La communauté de communes, elle peut faire plus. Elle peut dire s'il y a un projet, moi je participe dedans. Et qu'est-ce qu'elle fait à l'heure actuelle? Là, on sait qu'ils ont rendez-vous mercredi avec l'équipe de Julien Bayon pour discuter d'un éventuel accompagnement, association. De quelle façon Rive de Moselle, qui est la communauté de communes du coin, peut sponsoriser le projet. D'accord. Voilà. Donc des aides d'une façon ou d'une autre pour favoriser une reprise. Donc ils le font, ils s'impliquent. Ok. Et est-ce que toi, tu aurais personnellement un message à adresser à l'État ou aux autres personnes, aux autres camarades qui regarderaient cette vidéo? Alors tout dépend de quelle position. Un message à l'État, c'est celui qu'on lui adresse directement. On croit encore en nos métiers et à notre avenir. On a des compétences qui sont très précieuses et qu'il ne faut pas perdre. Et il nous faut un accompagnement et un repreneur, mais il faut quelque chose qui soit suivi et qui donne des garanties aux gens. Des garanties à 100%, on ne pourra pas en avoir. Mais revoir encore l'implication des représentants du personnel dans les instances dirigeantes de l'entreprise. Parce que les mieux impliqués pour préserver leur boulot, c'est les salariés eux-mêmes. C'est les salariés eux-mêmes. Quand on a un actionnaire qui a des parts dans 12 sociétés, quelle implication il a? En fait, il y en a une qui claque. Mais nous, c'est notre tôle, c'est votre maison. C'est notre maison, quoi. Voilà. C'est depuis des générations. Ouais. Okay. Ma femme, elle est jalouse des fois. Elle me dit entre toi et Asco, entre moi et Asco, je sais pas laquelle tu choisis, quoi. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. Elle me dit, je dis ouais, je sais. Et... Bon, moi, je suis un cas extrême parce que je suis là depuis 25 ans. Je suis représentant du personnel et puis je suis peut-être un peu fou, j'en sais rien. Mais c'est le cas de plein de gens. Hein. Le gars que j'ai salué tout à l'heure à la fenêtre, lui, 4e redressement. Et il me dit, mais non, moi j'y crois, ça va repartir. J'ai hors de question. Je n'imagine pas un avenir sans ma boîte, quoi. Ouais. Puis ça crée des liens. On est dans un environnement de travail, l'atelier, voilà, les galères qui se passent ensemble, les périodes de chômage, tiens, ça redémarre, là c'est en panne. Quand on a eu l'accident en novembre dernier, donc on a un répartiteur, bon, enfin c'est un peu technique, mais il y a de l'acier qui s'est coulé par terre, on a eu 3 mecs blessés, c'était une catastrophe.
Bon, déjà, il y a des mecs qui ont été blessés, je viens de le dire, ça. Heureusement, alors, il y en a un qui est très arrangé, les 2 autres, ça va, et l'autre, il fait de la rééducation, le pauvre, un jeune brûlé, enfin, c'est une catastrophe. Mais en plus, ça a arrêté l'usine pendant près de 2 mois. On se disait, on va pas repartir, quoi. Quand on a réussi à redémarrer, et puis qu'on a vu la fumée sortir de la scierie, Ça vous a fait quelque chose. il y a une coulée dedans, quoi. Ouais. Tout le monde était, waouh. C'était des photos, regarde, ça y est, ça redémarre. Et c'est vous qui avez redémarré ça, les travailleurs. C'est pas que nous, c'est tout le monde. Non, mais- C'est tout le monde. Mais oui, il y a des boîtes qui auraient pu fermer sur un événement comme ça. Parce que voilà, les gens ont peur de retourner. Est-ce que le mec qui s'occupe de la remise aux normes de la sécurité est garant que ça va pas se reproduire? Est-ce que les gens vont oser aller retravailler dans l'endroit où l'acier a coulé? Enfin, ça pose tout un tas de questions, quoi. Mais malgré ça, on a réussi, quoi. Donc, est-ce que tu as un message de soutien pour les employés de Novasco? Après, bon, toutes les semaines, tu leur en adresses. Si moi, j'envoie pas de message de soutien... Je pense qu'on en Non, déjà moi, assez je de dis, ta voilà, part. nous, on essaie de faire, en tant que syndicat, notre boulot au mieux, tout en prenant en compte les inquiétudes des gens, les craintes, les doutes. Et c'est ce qu'on dit en assemblée générale. Donc on va mettre toutes les chances de... Mais il faut que les gens nous fassent confiance, malgré que ça prend des risques, malgré qu'on est humain et on peut se tromper. Mais si c'est pas crédible, on saura dire non, on n'y va pas. On va faire en sorte que ça soit crédible, il faut y croire pour repartir, quoi. On va faire en sorte de tous y croire et que les personnes, les camarades qui regarderont cette vidéo vous envoient toute la force nécessaire et fassent aussi... On en a pas mal qui on en viennent a nous pas taper mal. dans le dos en disant il y en a même un qui m'a dit tout à l'heure, quoi qu'il se passe, qu'on y arrive ou pas, merci pour le boulot que vous faites. Ben, merci Yann pour le boulot que tu fais et merci pour l'interview Je t'en prie. que tu nous as donné.